Parole d'artiste. L'instantanéité d'une représentation contraste avec la longueur du travail nécessaire à ses créateurs. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre des artistes programmés au TCM pour qu'ils nous parlent de leur spectacle. Cher public, voici de quoi nous l'espérons attiser votre curiosité. Bien, je rappelle que la commission qui a travaillé sur le voyage... Merci, mes camarades. La compagnie Les Maladroits est née en 2005 de la rencontre d'amis désireux de partager leur envie d'histoire, de théâtre et d'image. Ils revendiquent l'objet comme centre de leur travail de création, écrivent Tout est politique, aiment la contrainte et défendent le collectif. Leurs 2 derniers spectacles ont remporté un très grand succès public et critique, et tous ont salué l'inventivité, l'intelligence et la finesse de leur travail. À la fois drôle et émouvant, extrêmement documenté, leur spectacle nous embarque dans la grande histoire par le biais d'histoires plus intimes. Dans Camarades, que nous accueillerons enfin le 30 juin au TCM, c'est la question de l'engagement, de la transmission et de l'héritage dont il est question, à travers l'histoire de Colette, une jeune femme qui a 20 ans en mai 68. Nous avons rencontré Hugo Vercelletto et Valentin Paz-Grimaud, 2 des 4 auteurs, metteurs en scène et comédiens du spectacle. Quel est le point de départ de Camarades ? Le point de départ de Camarades, c'est une envie, au départ en tout cas, de s'attaquer à mai 68, un mythe un peu qui nous habitait, qui nous a stimulé quand on était étudiant, comme un moment où tout pouvait basculer. Et donc, pour Camarades, on s'est retrouvés tous les 4 et on a commencé à interviewer des gens, on a interviewé nos parents pour surfer sur la vague que mai 68 a créée. Et donc, en interviewant des personnes qui avaient vécu mai 68 et qui ont participé et qui ont ensuite été actifs, on s'est rendu compte que mai 68 c'était intéressant, mais c'est surtout tout ce qui en découlait ensuite qui allait nous intéresser. Et donc, c'est en faisant ces interviews, d'abord de vos familles et puis après, je crois aussi de façon plus élargie, que vous avez par exemple pu construire le personnage de Colette ? Oui, tout à fait. Une fois qu'on avait mis cette thématique de 68 sur la table, on avait tiré des thématiques, l'engagement, l'héritage, les utopies. On a élargi aussi, c'est-à-dire que on avait quand même envie d'interviewer des gens qui avaient 20 ans en 68. Et Benjamin est tombé sur une femme et il lui a posé une question et elle lui a livré en 2 heures son histoire. Et donc nous, quand on travaille, on interviewe des gens et donc tout ça, ça fait de la matière. Ces interviews, on les retranscrit et on les livre aux autres. Une fois que Benjamin nous a lu cette retranscription de cette interview, tout de suite, entre nous, on s'est dit, ça y est, on a notre personnage. Après, le travail, ça a été de s'éloigner de cette histoire vraie pour créer la fiction aussi. Donc, on a tronqué des choses, on a transformé le récit aussi pour rendre anonyme cette personne. En fait, on s'inspire de la réalité. Je crois qu'on a besoin de la réalité pour commencer à écrire. Et avec cette réalité, après, on crée de la fiction. Alors on peut dire que votre démarche se rapproche du théâtre documentaire ? Oui et non, en fait. Enfin, oui, bien sûr, au début. C'est-à-dire que ce qui est documentaire, c'est la méthode de départ. Les sujets, le mode de travail va être documentaire. Mais assez vite, on s'en éloigne. C'est-à-dire que ça nous intéresse pas de prendre l'histoire de telle ou telle personne et puis de venir la raconter telle quelle. C'est une base pour la fiction. Nous, le but, c'est qu'on brouille les pistes. Et puis, pour faire spectacle, on a besoin d'événements, on a besoin de péripéties. Donc nous, on s'amuse, on tronque. On est parti de notre interview pour créer le personnage de Colette, mais finalement, oui, on lui a inventé une famille, on lui a inventé des grands-parents, on lui a inventé des amis. Il y a eu une interview forte, mais on l'a aussi nourri d'autres interviews, d'autres personnes. C'est là où on s'éloigne du documentaire. Ouais. Une des caractéristiques de votre compagnie, c'est de faire du théâtre d'objet, donc d'inclure à chaque fois dans vos créations un objet. Comment est-ce que se fait le choix de l'objet et pourquoi, pour Camarades, le choix de la craie ? Le choix de l'objet, on le choisit à partir d'improvisation. On travaille au plateau, on a des thématiques, on a des envies de scène et on cherche quel objet sera adéquat pour raconter cette histoire. Et vraiment, on cherche le moment où l'objet et l'histoire sont intimement liés, comment ils font corps l'un et l'autre et que l'un et l'autre sont indispensables mutuellement. Pour Camarades, on a essayé beaucoup d'objets au départ et puis à un moment, la craie s'est imposée finalement dans l'histoire. Ce qui nous a plu très vite, c'est que la craie appelait aussi le support du tableau noir, fait un peu écho à la vieille école, qui sera ensuite remise en question par 68. La craie, c'est prendre la parole, c'est écrire sur les murs. Il y a quelque chose qui nous plaisait autour de l'effervescence, pouvoir écrire partout avec cet objet.
Et puis il y avait aussi quelque chose qui nous plaisait bien, c'est que l'histoire de Colette, c'est l'histoire d'une femme qui est anonyme, parce qu'on raconte pas l'histoire de Cohn-Bendit ou d'autres. Et donc cette craie, plus on raconte son histoire, plus la craie qui représente le personnage va diminuer, plus elle va disparaître. C'est aussi se battre contre son oubli, contre son effacement. Et en même temps, ce qui nous plaisait, c'est que plus on écrivait, plus on racontait cette histoire, plus on en avait partout. Elle pouvait nous marquer les vêtements, elle pouvait être dans l'air, on la respire, elle nous irrite. Il y avait plein de métaphores qui venaient avec ça et ça nous a bien plu. Le fait que ce soit du théâtre d'objets, ça induit une certaine proximité avec le public parce qu'on est obligé d'être assez proche pour pouvoir voir tout ce qui se passe sur scène. Ça crée une sorte d'intimité entre la scène et la salle. C'est important pour vous, quand vous jouez, de vous sentir proche du public comme ça? Oui, c'est l'essence du théâtre d'objets. C'est un théâtre fait de bouts de ficelle où on bricole. Nous, le théâtre d'objets, comme on le pratique, tout est à vue. On voit les ficelles. Ça nous plaît beaucoup. Au plateau, tous les objets vont avoir une utilité, vont devenir personnages, lieux, décors, accessoires. Et donc, ces petits morceaux de craie vont représenter les personnages de cette histoire. Et nous, on joue ces personnages. C'est-à-dire que les craies matérialisent les différents protagonistes et nous, on les incarne. C'est un bon moyen pour nous de créer différents plans, un peu comme au cinéma ou comme en BD. On peut avoir des plans larges où le personnage, on le voit dans sa ville. Par exemple, à un moment, Colette est à San Francisco. Bah voilà, on a le personnage dans la ville de San Francisco qui est faite de tupperwares, de boîtes et de radios. Et donc, ça nous permet de voir le personnage de loin qui se déplace. Et d'un coup, on incarne son univers, les gens qu'elle rencontre. Et ça permet en fait de rythmer. Et nous, on est narrateur de l'histoire, on est conteur aussi de ce que vit le personnage, mais on peut jouer aussi les personnages qu'elle rencontre et on peut manipuler. Donc, ça donne une jolie palette pour s'amuser et pour écrire les spectacles. Mais alors justement, vous jouez et vous incarnez à vous quatre tous les rôles. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'on vous reproche de faire ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle quand vous incarnez des femmes ou des Afro-Américains alors que vous êtes 4 hommes blancs? Ouais, ça a été beaucoup de questions pendant la création. On n'a pas encore les réponses par rapport à ça. Nous, en tout cas, on assume entièrement cette volonté. Je crois que aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes blancs, effectivement, on se doit aussi de parler de ça et de mettre en avant, nous, ce qu'on pense sur ces situations-là et sur cette histoire-là. Quand on s'est dit qu'on allait aborder la thématique du féminisme, et en étant 4 mecs, ça nous a forcément posé des questions. Déjà, on s'est énormément documenté, on a lu, on a rencontré beaucoup de femmes aussi à ce sujet-là, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit à la fois très délicat avec le sujet, qu'on soit en forte empathie et compréhension de ce qui se vivait pour pouvoir en parler, mais à notre place, nous, d'hommes. Et j'espère que c'est ce qu'on voit dans Camarades, c'est qu'aussi on voit 4 hommes qui veulent parler de féminisme, qui incarnent des personnages, par exemple, de femmes, et presque les personnages déteignent sur les comédiens qui sont eux-mêmes auteurs du spectacle. Et ça nous plaisait que Colette, qui est blanche, participe à la lutte pour les Afro-Américains, pour les droits civiques aux États-Unis, au même titre que nous 4, finalement, hommes, participons à la lutte que Colette va faire pour les droits à l'avortement et d'autres choses. Là, il y a quelque chose qui nous intéressait. Et en même temps, on savait que c'était un sujet sensible. Et après, c'est peut-être le spectateur ou les spectatrices qui trouvent soit un écho, soit sont dérangés. Et on ne peut que respecter après ce que ça provoque chez les gens. Nous, en tout cas, quand on a écrit ce spectacle, on a essayé de rester bien à notre place d'homme. Ça marche effectivement très bien dans le spectacle et c'est peut-être dû à ce dont vous parliez au début, à savoir l'oscillation permanente entre la fiction et les moments de mise à distance du spectacle où vous redevenez narrateur et vous posez la question qu'est-ce qu'on va faire de nos personnages? Oui, en fait, ça, c'est vraiment le travail qu'on développe depuis quelque temps sur ce cycle-là. C'est se poser la question de qu'est-ce que ça nous fait de raconter ces histoires-là. Et là, en l'occurrence, sur Camarades, c'est qu'est-ce que ça nous fait, nous, après MeToo, de parler de féminisme, de parler de 68. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à réfléchir sur 68. On pensait pas tout de suite au féminisme. On pensait à la lutte des classes, on pensait à la nuit des barricades, à toutes ces images qu'on avait en tête. Et puis, en fait, c'est en rencontrant nos mères et en les interviewant sur qu'est-ce qui avait changé. Et assez vite, la pilule est arrivée. Et se rendre compte qu'on avait été sans doute l'une des premières générations à être désirées. Ça, je crois que ça nous a beaucoup touchés. Je crois que ce spectacle, c'est aussi une sorte d'hommage, quelque chose de fort par rapport à ces femmes qui se sont battues. Et finalement, nous, on est héritiers de tous ces bouleversements, de tous ces changements qu'on doit beaucoup à cette génération-là. Ouais, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, en tout cas dans la création et dans la découverte de cette époque. Quand vous jouez ce spectacle, vous avez un message à faire passer aux jeunes générations? On se méfie d'avoir uniquement un message à passer parce que je crois qu'on fait des spectacles qui sont engagés mais qu'on n'essaye pas que ce soit des tracts. Notre théâtre est engagé mais on a plus envie de présenter des choses comme peut-être pour après laisser la place aux spectateurs et aux spectatrices de
de penser ensuite et de se mettre en relief ce qu'ils ont vu et puis leur vécu personnel aussi pour ensuite l'approprier, quoi. Disons qu'on a plein de messages à passer, mais c'est vrai que par exemple sur 68, on a autant envie de dire merci pour plein d'acquis, on a envie de dire vous faites chier, vous avez défoncé la planète, on a envie de dire c'était peut-être mieux avant selon vous, mais il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui, ça nous donne de l'espoir, en même temps ça nous paralyse. On a envie de dire plein de choses et donc je crois que sans dévoiler la fin, mais il y a quelque chose où on a envie de porter plusieurs messages et ensuite que le public puisse faire son choix. Après, je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'on retient, c'est ce besoin d'idéal, de croire qu'on peut faire bouger les choses et de se battre pour ça. Vous parlez d'idéal. En voyant le spectacle, j'ai eu l'impression un peu d'une certaine nostalgie. Est-ce que c'est un spectacle qui parle d'un passé que vous regrettez ? Que vous auriez aimé peut-être vivre? Non, je crois pas. Je sais pas d'où ça vient effectivement cette sensation. Je saurais pas forcément l'expliquer. Peut-être que ce qui nous travaille, ce qui nous touche quand on est en création, c'est de vouloir rendre compte de ce qui nous a touché, des images qu'on a en tête. On est empreint de ces interviews, de toute cette recherche historique qu'on a effectuée et une forte envie de la partager. Donc quand un sujet nous touche, sans doute que nous-mêmes on aurait eu envie peut-être d'une certaine manière de toucher du doigt certaines choses. Alors peut-être que ça peut se traduire par de la nostalgie. Alors qui sont les camarades d'aujourd'hui, à votre avis ? Les endroits de lutte aujourd'hui sont extrêmement nombreux. On est très informés par rapport à, je pense, il y a 50 ans. Aujourd'hui, je crois que voilà, on parlait tout à l'heure du mouvement MeToo. Il y a tout le mouvement sur le climat. Il y a une liste de luttes en mouvement. Donc j'aurais du mal aussi à dire une seule voix, mais je crois qu'elles sont multiples et on a encore beaucoup besoin de résister aujourd'hui. Il y a sans doute quelque chose autour des mouvements collectifs, autour de gens qui s'organisent ensemble pour faire. Je crois que ça nous touche beaucoup. Dans nos recherches, on va souvent voir du côté des gens qui sont dans le faire et qui se regroupent. Effectivement, il y a plein d'endroits où des gens s'organisent. Ça nous fascine. En ce moment, un mouvement collectif pour le spectacle vivant, c'est toutes ces occupations de lieux. Et je vais vous poser la question de la fin. Comment est-ce que vous, la fermeture des théâtres et des lieux culturels a influé sur votre pratique et sur votre regard sur la création ? La création a pu continuer, donc on est toujours en répétition sur le prochain spectacle. Et puis on s'est organisé des temps de laboratoire entre nous à chercher sur comment on travaille. Donc ça nous a fait beaucoup de bien de continuer à pouvoir se retrouver pour expérimenter, pour écrire peut-être de nouvelles choses. Ça a été essentiel. Moi, de mon côté, je crois que ça m'a donné tout petit peu de recul sur ce qu'est le spectacle vivant. J'ai essayé de regarder des spectacles en vidéo, etc. Que j'ai vraiment compris pourquoi je faisais ce métier. Je me suis dit, mais oui, en fait, vivre un moment collectivement au même moment, c'est tellement précieux et je veux revendiquer ça encore en 2021. J'ai eu cette révélation-là en arrêtant de jouer, en me disant, mais qu'est-ce qui me manque concrètement, parce que je peux voir des spectacles, je peux voir des films, je crois qu'il me manque, moi, en tant que spectateur et en tant que comédien, ce moment où on vit une chose ensemble. Merci d'avoir écouté Paroles d'artistes. Merci au Collège Léo Lagrange de mettre à disposition du TCM son superbe studio radio, à la technique, au montage et à l'aide à la conception Faisal Abderrezek, à la composition du générique Gédéon Chevalier et à l'illustration Guillaume Dédier. Merci à tous et à bientôt au TCM.